Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition. Voici le sommaire. La nouvelle réglementation en vigueur en matière d'émissions d'éléments sonores peine à rentrer dans les habitudes. Les populations continuent d'en subir les affres et un cas particulier a retenu votre attention à Sékou, arrondissement de la commune d'Alada. Ensuite, l'AS Cotonou-Paris renforcé. Le maire de Cotonou, Luc Setondia Tropo, et celle de Paris, Anne Hidalgo, ont procédé ce jeudi à une signature d'accord, un acte qui va booster la coopération entre ces deux villes dans le domaine culturel. La cérémonie a eu lieu à la mairie de Cotonou. Et puis enfin, 48 heures après la tenue des élections générales au Libéria, la mission d'observation électorale de la CEDEAO qui a suivi le processus électoral a donné sa lecture du vote. C'est à travers une déclaration préliminaire qui rend compte des constats positifs comme négatifs faits au cours du déroulement des différentes phases de ces élections présidentielles, sénatoriales et puis législatives. Voilà pour vous donc le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les mauvaises habitudes ont la peau dure, on le voit bien dans chacune de nos localités, avec notamment les débits de boissons qui peinent à s'adapter face à la nouvelle réglementation en vigueur en matière d'émissions d'éléments sonores. Les populations continuent d'en subir les affres et un cas particulier a retenu notre attention, bien entendu à Sékou, dans la commune d'Alada. Voici le reportage. Un tour à Ouibatin, petite localité située dans l'arrondissement de Sékou, commune d'Alada. Un havre de paix, a priori, dont les habitants auraient pu prétendre à des soirées paisibles après de longues journées laborieuses. Hélas, tous n'y ont pas droit. Ici, les débits de boissons dictent leurs lois, obligeant leur voisinage à une sorte de veille solidaire forcée. En voilà, par exemple. C'est les messieurs de la salle me dérangeaient. Si la nuit, les enfants dorment, si les messieurs de la salle sont en train de jouer là, toute ma chambre là, c'est grave. Même samedi, dimanche, c'est grave. Ça commence de 18h jusqu'à 4h, 5h moins. On n'arrive pas à dormir la nuit. Au fait, quand on est couché et à une heure, surtout à partir de 22h jusqu'à 5h, au fait, on sent que la tôle vibre. Et c'est en ce moment il met la pression. Ce voisin-ci s'est vu, pour sa part, sa cour devenir pour le bar un prolongement de fête. Et comme pour en rajouter délibérément à sa souffrance, l'un des émetteurs de son a été disposé contre sa clôture. Son calvaire dure depuis des mois, sans qu'aucune solution ne pointe à l'horizon. Quand il joue, à chaque fois, je lui interpelle. Et il ne m'a pas écouté. Je suis allé au commissariat me plaindre. Donc c'est ainsi qu'ils nous ont entendus. Et il a dit OK, qu'il va diminuer le son. Quand on est venu, il a dépassé les limites même. Il a même pris une baffe. Il s'est rapproché de mon mur, de mon bâtiment. Un voisin assez encombrant que personne ne raisonne, pas même le conseil local, dont la démarche pour trouver une solution consensuelle ne changera rien. Et les riverains ne se sont pas arrêtés là. Oui, je suis bien au courant de tout ce qui se passe. Monsieur Olivier et son bar gêne tout l'environnement et les gens n'arrivent pas à dormir. Ils sont arrivés plusieurs fois à se plaindre de lui à moi, mais je l'ai appelé pour qu'il se rectifie, mais il n'a pas pu. Premièrement, quand ils sont arrivés, j'ai convoqué M. Olivier qui a ouvert le bar et on s'est entendu, j'ai dit qu'il est en train de polluer l'environnement, que les gens doivent dormir en paix. Mais il ne veut pas écouter. Après tout, les voisins, ils sont arrivés me voir pour dire qu'ils vont le convoquer. J'ai dit bon, ils n'ont qu'à aller le convoquer. Ils sont allés au commissariat. Mais ils sont arrivés me dire que le commissariat n'a pas pu régler le problème. Parce que la police aussi arrive là-bas. Que les policiers sont ses amis. Et à chaque fois, il dit, vous ne pouvez rien faire, je vais acquérir vos domaines. Peu importe, vous pouvez faire tout, vous ne pouvez rien. Les policiers, je les gère.
Ils viennent chaque fois manger devant toi, non? Il m'a dit ça plus de 3 fois. Et effectivement, les policiers viennent se divertir. Il s'agit là d'une forme précise de violation du décret portant réglementation du bruit en République du Bénin. Comme on peut le voir ailleurs, c'est ainsi où la dynamique née de la prise de ce décret semble s'essouffler pour faire place au retour des vieux démons. Et puis, que dit le décret sur la réglementation du bruit en République du Bénin? On va le savoir dans ce récit. En mai 2022, le président béninois a pris un décret portant réglementation du bruit en République du Bénin. C'est une décision qui vise à réguler les normes de bruit et à prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines et toute autre action susceptible de générer du bruit. Les buvettes, les bars, restaurants, les discothèques sont entre autres les sources de bruit considérées par le décret. Les appareils domestiques de diffusion de son et de musique et les effets sonores provenant des bars et restaurants sont classés comme bruit de voisinage lié au comportement, lequel ne peut excéder 60 décibels aussi bien le jour comme la nuit. Les niveaux de bruit fixés en décibels à l'extérieur des sources suivent les tranches horaires et les intensités ci-après. De 7h à 13h, l'intensité de bruit est fixée à 60 décibels. De 13h à 15h, elle est fixée à 50 décibels. De 15h à 22h, l'intensité est fixée à 60 décibels. De 22h à 7h, l'intensité de bruit est fixée à 50 décibels. Les promoteurs de débit de boissons, de restaurants, dans lesquels le niveau de bruit est susceptible de dépasser le seuil prévu par l'article 17, insonorisent leurs locaux. Mais malgré cette précaution, la loi ne leur permet pas de dépasser les 70 décibels. Le contrôle du respect des limites d'émission de bruit par les sources fixes ou mobiles est assuré par la police environnementale et les unités territoriales de la police républicaine. Des sanctions sont prévues par le décret en cas de non-respect de la décision. Les contrevenants aux décisions du décret sont punis conformément aux lois et aux règlements en vigueur, notamment la loi numéro 98-030 du 12 février 1999 portant loi cadre sur l'environnement, la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique en République du Bénin. Parlons à présent de la diplomatie des villes, le LAS Cotonou-Paris, renforcé. Le maire de Cotonou, Luc Setondia Tropo, et celle de Paris, Anne Hidalgo, ont procédé ce jeudi à une signature d'accord, un acte qui va booster la coopération entre ces deux villes dans le domaine culturel. La cérémonie a eu lieu à la mairie de Cotonou. Cette signature et échange de paraphes consacre la naissance d'un accord bilatéral entre Paris et Cotonou. Un acte fort qui vient faciliter le même langage entre ces grandes villes dans les domaines de la culture et des arts. Je veux vous dire que cet accord bilatéral entre Paris et Cotonou est un très bel accord. C'est un projet de partenariat qui est à l'œuvre. On a évidemment construit ce projet sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont des sujets d'échange. Je tiens vraiment à le dire. Dans cet échange, c'est de part et d'autre qu'on échange. Et Paris a beaucoup à apprendre aussi de Cotonou. Le respect de cet accord va permettre de solutionner les différents problèmes qui entravent le monde culturel au Bénin. Le maire de Cotonou, Luc Setondia Tropo, exprime toute sa satisfaction. Une signature avec Paris va forcément avoir un sens. De par la rigueur qui a caractérisé le travail, je crois que nous sommes partis sur des auspices qui demain nous donneront raison. Je suis fier et content de cette signature avec Madame la maire Anne Hidalgo. Je voudrais lui dire à nouveau merci. La signature de cet accord intervient dans le cadre du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones qui se poursuit jusqu'au 14 octobre 2023.
Et puis au Bénin, depuis quelques jours, dans le cadre du congrès 2023 de l'Association internationale des maires francophones, justement, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a tenu donc à la mairie de Cotonou une rencontre avec les femmes de la ville de Cotonou. Le but de cette séance est d'échanger sur les questions de leadership et de l'implication de la gente féminine dans la politique. Reportage. Quelle est la place qu'occupe la femme sur l'échiquier politique national? C'est de ce sujet que la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est entretenue avec les femmes. Pour la présidente de l'Association internationale des maires francophones, ces dernières doivent s'intéresser aux fonctions politiques, notamment celles relatives à la gestion de la cité. Le souhait que nous avons, les femmes élues, c'est de dire qu'il faut qu'on arrive à transmettre, que les femmes arrivent à transmettre à d'autres femmes aussi cette envie de s'engager, notamment dans les municipalités, pour pouvoir avancer. Et pour qu'elles puissent tenir dans la difficulté des choses et de l'exercice de ces responsabilités, il faut bien sûr qu'on puisse s'organiser, nous aussi, comme se sont organisés d'ailleurs les hommes depuis très très longtemps. Cette occasion a été saisie par la présidente de l'Institut national de la femme pour évoquer les progrès réalisés par le Bénin sur le plan de la promotion de la femme. Quelques-uns des grands progrès qui ont été réalisés en matière de promotion politique et économique féminine au Bénin et qui est le fruit de l'expression d'une volonté politique affirmée, assumée, suivie d'actes concrets. En matière de présence des femmes dans les sphères de décision et en politique, je crois que nous savons tous que nous avons une vice-présidente de la République, que nous avons une présidente de la Cour des comptes, que nous avons des femmes à la tête des ministères jouant un rôle clé dans la promotion du leadership féminin, politique et socio-économique. Pour le maire de la ville de Cotonou, cette rencontre entre la présidente de l'Association nationale des maires francophones et les femmes est un programme inédit dans l'agenda des congrès de l'AIMF. Madame le maire de Paris nous a dit, mais écoutez, j'ai lu tout le programme et à aucun moment j'ai trouvé une place pour les femmes de Cotonou. L'honnêteté intellectuelle m'oblige à le témoigner, parce que dans les autres villes où nous passons chaque année pour l'AIMF, nous avons un programme qui est connu, un canevas qui est connu, etc., etc. Lors de cette séance, des conseils ont été prodigués aux femmes de la ville de Cotonou sur les démarches à accomplir en vue d'occuper d'importants postes de responsabilité sur le plan politique. Et puis en marge du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones, l'Association nationale des communes du Bénin et l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti ont signé une convention pour dynamiser leur collaboration. Reportage. Voici l'acte qui matérialise le partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Cette signature de convention entre les deux fêtières est l'une des activités marquant le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones qui se tient au Bénin. Les actions de partenariat prévues à l'article 1er de la présente convention portent sur les domaines suivants. Le renforcement des capacités institutionnelles des deux associations et des administrations des collectivités locales, la coopération décentralisée, la mutualisation des interventions des partenaires, le centre de ressources documentaires et le développement des synergies des initiatives des deux associations. Nous comptons sincèrement sur M. Atropo, sur l'association qu'il préside, pour qu'ils nous apportent leur savoir-faire, qui est important. Et ils ont l'expérience que nous n'avons pas. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Et c'est comme ça qu'aussi la coopération sud-sud va naître. Pour votre information, c'est la première convention que nous signons. C'est parti pour 5 années de collaboration renouvelable entre l'ANCB et l'ANCLD. Le secrétaire permanent de l'AIMF,
à faciliter cette signature de convention entre les deux associations. C'est le moment pour le président de l'ANCB, Luc Setondi Atrokbo, d'exprimer toute sa gratitude aux parties prenantes. Monsieur Baye, une fois encore, merci pour tout. Nous avons eu le temps de nous côtoyer et je crois que nous avons raison de signer aujourd'hui ce document qui donne un nouveau point de départ à nos relations. On est véritablement dans un alignement de planètes qui est excellent et qui ne peut que nous conduire de succès en succès. La balle est dans votre camp, messieurs les présidents. Vous savez qu'on sera toujours à vos côtés, derrière vous, mais vous serez toujours devant et c'est vous qui donnerez le là. Je vous souhaite bonne chance dans cette grande aventure de la coopération décentralisée. À côté de cette signature de convention entre l'ANCB et l'ANCLD, les maires des communes de Kouandé au Bénin et d'Ali Sabié à Djibouti ont également scellé un partenariat de coopération décentralisée. Et puis, ouverture à présent ce mercredi à Grand Popo d'un atelier d'implémentation de la politique nationale en matière, bien entendu, de promotion de l'emploi et de maîtrise du chômage des jeunes. C'est une initiative du réseau Décentralisation, Gouvernance locale et Démocratie de l'Assemblée nationale pour permettre aux parlementaires de saisir davantage l'approche du gouvernement en matière d'emploi des jeunes, quitte à jouer pleinement leur partition. Le point avec Nagui Balagbe. Rachidi Soubirou. Je déclare ouvert ce mercredi 11 octobre 2023 l'atelier d'échange et d'internalisation de la politique nationale de l'emploi et les diverses mesures gouvernementales relatives à l'employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle. Que fait le gouvernement? Quelle stratégie et quelles actions concrètes met-il en œuvre face aux épineuses questions de l'emploi des jeunes? Telle était la préoccupation au cœur de cet atelier de 2 jours. Il réunit justement les parlementaires ici à Grand Popo autour de la politique nationale de l'emploi dans la perspective qu'ils se l'approprient. Qui crée l'emploi. Et donc nous allons nous atteler, Monsieur le Président, au cours de cet atelier, à vous présenter dans un premier temps la politique nationale de l'emploi, puis ensuite les différentes mesures gouvernementales que nous appliquons. Nous espérons vous les présenter dans leur mise en œuvre avec les différents process que nous utilisons afin de vous permettre de mieux comprendre comment les mesures gouvernementales, les fonds que vous envoyez, les budgets que vous votez, comment ces budgets sont dépensés pour sauver les jeunes ou pour aider les jeunes à pouvoir s'insérer professionnellement. Et pour ce faire, il est prévu courant ces 2 jours d'activité, plusieurs communications suivies de débats pour permettre à chaque participant d'en savoir davantage sur l'enjeu et les caps fixés par le gouvernement. À charge pour eux d'en déduire quelle partition est la leur pour la jouer convenablement. Le présent atelier, qui intervient à quelques jours de l'ouverture de la prochaine session budgétaire consacrée à l'étude du projet de loi de finances gestion 2024, est bien sûr salutaire, en ce sens qu'il permettra de nous intéresser davantage aux prévisions du gouvernement relatives à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et à plaider aux besoins pour le renforcement de la ligne budgétaire destinée à celle-ci. Il est important, nous sommes des parlementaires et les parlementaires que nous sommes extrêmement préoccupés puisque chacun de nous est concerné. Et nous ne voudrions plus que le poids du chômage, du sous-emploi soit porté uniquement par une institution de la République. Mais il faut que les parlementaires puissent s'approprier quel est le contenu de la politique nationale de l'emploi dont je viens de parler et qu'on puisse regarder dans sa mise en œuvre qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour renforcer ou accélérer
et disons, l'atteinte des objectifs. Initiative du réseau Décentralisation, Gouvernance locale et Démocratie, avec l'appui de la Banque mondiale et du ministère chargé des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Ces assises sont assurées en leurs aspects techniques par l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, ANPE. Mais dans la suite de cette édition, les 3 ministres en charge de l'enseignement étaient ce jeudi aux côtés des enseignants du Bénin à Nati Tengu pour la célébration de la 30e édition de la Journée mondiale de l'enseignant, une initiative qui vise à reconnaître la place de ces hommes et femmes, ce qui repose de par leur travail, bien entendu, l'éducation de toute la nation. Au cours des manifestations marquant cette journée, plusieurs enseignants ont été récompensés pour différentes raisons. Voici le compte rendu. C'est l'exécution de l'hymne national en langue otamari qui a lancé les manifestations officielles de la Journée mondiale des enseignants édition de 2023. Ils sont donc venus de tous les départements du Bénin, ces enseignants, pour célébrer en différé dans la cité de Nanto cette fête à eux dédiée. C'est une occasion pour rendre hommage aux enseignantes et aux enseignants et faire remarquer le rôle essentiel qu'ils jouent pour une éducation de qualité à tous les niveaux. L'enseignant est un être à part qui ne peut vivre à part pour s'épanouir. Vous êtes des catalyseurs de changement, des créateurs et des facilitateurs du savoir, car c'est à vous et à nul autre qu'il revient de former les ressources humaines de la nation. Je voudrais marquer ma reconnaissance et mon soutien à tous les enseignants et particulièrement à ceux en poste dans les localités sous menace sécuritaire. Commémorer le 5 octobre de chaque année, l'occasion de cette célébration a permis aux hommes et femmes de la CREI, en présence des 3 ministres en charge de l'enseignement, de faire le point de leur situation de travail et surtout d'énumérer quelques doléances. Nous continuons à plaider en faveur d'une profession enseignante digne et reconnue à sa juste valeur. Et pour ce faire, nous profitons de la présente célébration pour demander le paiement en urgence des primes de rentrée aux OMI, la jouissance des rappels du salaire aux ayants droit, le reversement sans test en ACDPE des AME ayant totalisé au moins 3 ans d'ancienneté, la prise des décrets d'application permettant aux agents bloqués à l'échelon 11 d'évoluer de 12 à 15, ou tout au moins de procéder à leur intégration. Des doléances reçues par tous les ministres de l'enseignement et qui n'ont pas empêché leur porte-parole, tout en revenant sur les efforts déjà consentis par le gouvernement, de féliciter leurs partenaires que sont les enseignants pour leur travail quotidien en faveur de la nation. C'est le lieu de louer une fois encore et mettre en exergue le rôle important que joue l'enseignant dans notre société contemporaine, caractérisée entre autres par la mondialisation et les conflits de tout genre qui mettent en évidence le besoin d'une société mieux éduquée. Au nom de mes collègues et au nom du gouvernement, je voudrais exhorter les enseignants à entrer davantage dans un partenariat constructif avec nous, car c'est dans la paix et la concorde sociale que nous allons ensemble relever progressivement tous les défis de notre système éducatif que nous voulons très performant. À cette 30e édition de la Journée mondiale des enseignants, certains ont reçu des lettres de félicitations pour leur performance au cours de l'année passée. D'autres ont été distingués pour les résultats obtenus par leurs établissements aux derniers examens nationaux et plusieurs enseignants admis à la retraite ont été également félicités pour le travail abattu jusqu'à la fin de leur carrière.
Et pour finir cette édition, 48 heures après la tenue des élections générales au Libéria, la mission d'observation électorale de la CEDEAO, qui justement a suivi le processus électoral, a donné sa lecture de vote. C'est à travers une déclaration préliminaire qui rend compte des constats positifs comme négatifs faits au cours du déroulement des différentes phases de ces élections présidentielles, sénatoriales et législatives. Occasion pour la CEDEAO de formuler des recommandations à l'endroit des autorités du Libéria pour améliorer la gouvernance électorale du pays dans les années à venir. Preliminary conclusions. The mission notes the challenges associated with infrastructure and their impact on the smooth conduct of the elections. While the mission urges the government to put in measures to ameliorate the infrastructure conditions of the country, it also urges the National Parliament and other critical stakeholders to consider the review of the relevant portions of the Constitution and the Electoral Act to allow for national elections to be held on dates during the dry season. The mission notes that the polling process generally proceeded smoothly and in a largely peaceful atmosphere, and eligible voters were able to freely participate in the process, even though the long queues, congestions at the voting precincts, and the slow pace of the process led to some grumbling and agitation by voters. To address congestion and long queues at polling precincts, reforms may need to be introduced in the electoral laws in order to reduce the number of voters per polling unit, of course, taking into cognizance the resource need for such reforms. The mission commends the sense of patriotism exhibited by polling staff, the security forces, and the general populace, who collectively played their parts in ensuring a peaceful conduct of the 2023 general elections on the 10th of October 2023. The ECOWAS Election Observation Mission wishes to appeal to all stakeholders, particularly the parties, candidates, and their supporters, as well as the security forces and the general public, to remain calm and patiently wait for the official declaration of results by the National Elections Commission, which is the sole organ mandated to do so under the law. Similarly, the mission wishes to remind candidates and political parties on the commitments made within the framework of the revised Farmington River Declaration to use only legal channels and lawful means in addressing any disputes that may emerge from the conduct of the 2023 general elections. We similarly appeal to all stakeholders to refrain from making any statements that may lead to a breach of the peace. The mission urges the National Electoral Commission to diligently but urgently work to ensure the timely and transparent release of the results in order to diffuse any latent tensions that may arise out of long waits for the results. The mission will continue to closely monitor the concluding phases of the electoral process, in particular, the aggregation, collation, and release of the results from the counties and the declaration of the preliminary results nationally, and will make further pronouncements should the need arise. Finally, the ECOWAS Election Observation Mission highly commends the vast majority of the electorate for the patience and sense of patriotism exhibited by them, and would wish to urge same display of high sense of maturity while awaiting the official announcement of the results by the Liberia National Elections Commission.
Et c'est une déclaration lue par le chef de la mission d'observation de la CEDEAO. Il était au micro de Idrissou Boukari, Elvis Tonouka. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusqu'à là, portez-vous bien et à très bientôt.